Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 27 juin. Le thermomètre voit rouge, les températures avoisinent les 36 degrés, une chaleur d'autant plus difficile à supporter au travail. La maison d'arrêt de Tours en grève, le personnel pénitentiaire réclame plus de sécurité après les armes qui avaient été retrouvées en mai dernier juste devant la maison d'arrêt. Et puis le Tours FC fait sa rentrée au stade de la Vallée du Cher, un nouveau staff mais aussi une nouvelle recrue pour l'équipe. 35,5, c'est la plus haute température de la journée. Cela ne vous aura pas échappé. Les grosses chaleurs sont arrivées dès samedi en Touraine. Selon Météo France, le record de 1976, soit 37,6 degrés, ne devrait pas être battu. Pour les ouvriers des chantiers, travailler sous un soleil de plomb est difficile. Les inspecteurs du travail n'ont qu'une seule règle à faire respecter, s'hydrater. Julien Bernier. En période de forte chaleur, les salariés sont affectés, surtout pour les efforts physiques en extérieur. Lorsque le thermomètre grimpe, les employeurs ont des responsabilités. Grosse chaleur et travail, que dit la loi ? Le Code du travail ne prévoit pas de température limite. Il dit simplement que les salariés doivent pouvoir travailler dans une atmosphère garantissant, si vous voulez, pour eux, leur santé et leur sécurité. Alors, il y a 3 mesures principalement. Une qui concerne l'aménagement des horaires de travail, c'est-à-dire commencer la journée de travail le plus tôt pour éviter justement de se retrouver en situation de forte chaleur. Fournir de l'eau de manière abondante pour que les salariés puissent se désaltérer. Et puis aussi veiller à ce qu'ils portent effectivement des tenues adaptées, notamment des chapeaux avec protège-nuque, etc. pour éviter justement le coup de chaleur. Ces mesures, comme l'aménagement des horaires, ne sont pas immédiates et elles sont parfois difficiles à mettre en place. C'est le premier jour de vraiment de chaleur. On ne nous a pas encore donné de créneaux horaires, mais peut-être pendant la semaine ou la semaine prochaine, on nous donnerait de nouveaux horaires. Les gens, à 6h, ils dorment encore. Et faire du bruit à 6h du matin, c'est pas tout le monde qui acceptera de faire ça, quoi. Certaines professions sont plus exposées, comme dans le secteur du BTP. Lors de contrôles inopinés cet après-midi, les salariés disent disposer d'eau nécessaire, mais pas toujours fraîche. La sécurité ne connaît pas la chaleur et les équipements sont les mêmes, été comme hiver, même si certains sont tentés d'enlever une couche. Et pour ceux qui ne travaillent pas, ils préfèrent se prélasser en terrasse, faire les soldes ou bien se baigner dans la Loire. Et puis les fortes chaleurs ont aussi provoqué de nombreux incendies. Cet après-midi, à Athée-sur-Cher, 7 hectares de blé ont été ravagés par les flammes. 30 sapeurs-pompiers étaient sur place. À Chêne-et-sur-Latan, ce sont 5 hectares de récoltes qui ont aussi péri dans les flammes. 1 hectare du côté de Dierre. Et puis dans le Loir-et-Cher, dans la commune de Danzé, en milieu d'après-midi, un feu de récolte et de chaume sur 13 hectares a nécessité l'intervention de 45 pompiers, soit 8 engins spécialisés sur place. Le feu est passé aussi sur la ligne TGV Vendôme, à 500 mètres du bord de la ligne, ce qui a entraîné une interruption du trafic de 45 minutes. Le personnel de la maison d'arrêt de Tours en grève. Cet après-midi, une trentaine de surveillants en uniforme dénonçaient les mauvaises conditions de travail. Depuis le 26 mai dernier, suite à des armes qui avaient été retrouvées devant la maison d'arrêt, le personnel réclame un dispositif de sécurité, mais aussi plus d'effectifs. Géraldine Cornelavou. Une trentaine de surveillants pénitentiaires se sont retrouvés en tenue devant la maison d'arrêt de Tours. Un mouvement de protestation pour dénoncer leurs conditions de travail jugées catastrophiques. Ils ont tous en tête les événements du mois dernier. Un pistolet chargé et 2 grenades avaient été lancées dans la cour. Nous demandons maintenant que l'établissement soit sécurisé dans l'urgence, avec des filets anti-projection, ce qui permettra, entre autres, que quand des projections seront balancées de l'extérieur, que les détenus ne puissent pas les récupérer comme ils le font à l'heure actuelle. En plus des filets anti-projection, le personnel de la maison d'arrêt réclame des caméras extérieures ainsi que des grilles supplémentaires aux fenêtres. Mais leur première requête, c'est bien sûr plus de personnel. Des collègues de Châteauroux sont venus soutenir ce qu'ils considèrent comme l'établissement le plus catastrophique du centre-est. À la demande des personnels, l'UFAP UNSA Justice a tenu à lancer ce mot d'ordre pour ce mouvement et pour faire remonter à la direction interrégionale et à l'administration centrale le ras-le-bol général des personnels et de l'organisation syndicale en général. La maison d'arrêt de Tours est en sureffectif. Il y a 230 détenus pour 140 places. Dans cet établissement, un surveillant pénitentiaire a la responsabilité de 75 détenus.
Coupure d'électricité à Joué-les-Tours et Ballans-Miré en fin de journée. Ça vient d'un incendie en fait sur le matériel du transformateur situé entre les deux communes. 28 000 foyers ont été impactés. Alors bien sûr, à l'heure où l'on parle, encore 18 000 foyers sont encore privés d'électricité. Les pompiers sont intervenus à temps. Visite officielle ce week-end. Chaque année, une délégation d'ambassadeurs d'une vingtaine de pays visite un site inscrit au patrimoine mondial. Et cette année, c'est le Val-de-Loire qui a été choisi. Le comité du patrimoine mondial s'est donc rendu au domaine de Chaumont-sur-Loire. Dimanche, les ambassadeurs du Mexique, d'Estonie et même de Jordanie étaient accueillis par la maîtresse des lieux, Chantal Colleux-Dumont. Anaïs Michaud. Faire découvrir aux ambassadeurs du monde entier le patrimoine français à travers les joyaux du Val-de-Loire, tel était l'enjeu de la visite. Quoi de mieux que le domaine de Chaumont-sur-Loire pour illustrer cette notion complexe de paysage culturel qui tente à souligner que la richesse de l'axe ligérien ne peut être réduite au seul château Renaissance. C'est un lieu où s'est mêlé le génie d'une époque et le travail, je dirais, le plus proche de la terre, hein, avec tous ces métiers autour de l'agriculture, de la viticulture. Hein. L'architecture à la fois grandiose et modeste. Les villages sont faits avec des pierres blanches qui sont les mêmes qu'on a utilisées pour les châteaux, la même ardoise. Donc il y a une unité aussi magnifique. Voilà, on a de la chance. Hein. Une chance qu'ont pu appréhender les représentants des différents pays au programme Visite du château et du Festival des Jardins. Je pense que ce château, qui est évidemment merveilleusement placé au bord de Loire, qui a aussi cette activité artistique et cette activité en termes de jardin, est l'exemple d'un patrimoine vivant. Et je pense que c'est ce qui intéresse le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un patrimoine vivant mêlant architecture et art contemporain dans un écrin de nature indomptée. Le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO s'est ensuite dirigé vers Blois, puis est rentré à Paris pour poursuivre sa convention annuelle et décider peut-être de préserver un autre lieu magique qui rejoindra le Val-de-Loire sur la prestigieuse liste. Et si les vacances commencent à peine pour certains, c'est déjà la rentrée pour les joueurs du TFC. Une rentrée sur le ton du renouveau, aux commandes de l'équipe Peter Zedler, avec un staff totalement reconstitué. Cette rentrée était aussi l'occasion d'accueillir une nouvelle recrue, Thomas Gamiette, le nouveau milieu de terrain. Maxime Kemener. La saison vient à peine de se terminer et les joueurs du Tour FC étaient déjà de retour ce matin sur la pelouse d'entraînement. Autour de Peter Zeidler, un nouveau staff composé de Stéphane Crusset, entraîneur adjoint, et Pierre Bazin, préparateur physique. Les trois hommes n'ont que très peu de temps pour accorder leur violon. La saison reprendra dans à peine un mois. On a une période qui est importante, il y a une période de préparation, c'est pour ça qu'il faut qu'on maîtrise très vite. On va faire quelques tests là, assez vite, de manière à bien calibrer la charge de travail au fur et à mesure des séances. Mais c'est vrai que cette période-là, les 4 semaines à venir, là, sont relativement importantes. C'est pour ça qu'on essaye de bien calibrer, c'est pour ça qu'on met du temps à préparer nos séances, parce que je veux être sûr de ce que lui il fait, lui veut être sûr de ce que moi je fais. Et d'ailleurs, c'est très sympa parce qu'en plus on discute de plein de choses et c'est vraiment, je pense que ça va très bien se passer. Absent de ce premier entraînement de la saison, la recrue Thomas Gamiette, officiellement tourangeau depuis ce week-end. Le milieu de terrain en provenance de Reims passait une série de tests physiques ce matin, mais devrait participer à la suite des entraînements avec le reste de l'effectif. Et s'il a posé ses valises à Tours, c'est pour gagner. Je suivais les résultats de Tours. Cette année, j'ai vu un gros début de saison. Après, ça s'est un peu effondré, mais au final, ça reste une bonne équipe. La plupart des joueurs sont restés. Donc moi, j'avais envie de franchir un cap et arrêter un peu de jouer bas de tableau et maintien. Essayer de voir un petit peu plus haut. Et je pense qu'ici, il y a moyen de faire un bon truc cette année. Cette première séance aura surtout été l'occasion pour le technicien allemand d'aller à la rencontre de ses joueurs et notamment des cadres avec lesquels il a prévu une série d'entretiens individuels. Le gros du travail de préparation devrait commencer à partir de la semaine prochaine. Et dimanche avait lieu la 11e édition du Grand Prix de Tours. 500 véhicules de collection se sont baladés sur les bords de Loire en passant par Chenonceau. Une belle manifestation qui a conquis les amoureux des voitures de collection.
À Luynes, ce week-end, la refonte des cloches en plein air a suscité la curiosité des habitants de la commune. Cela fait 40 ans qu'elles ne sonnaient plus, un travail d'orfèvre qui s'est terminé par une fête populaire. L'une des cloches portera même le nom de Jean-Paul II. Anaïs Michaud. Cassage des cloches existantes, enfouissement des moules préalablement réalisés en atelier, fonte des cloches selon la tradition médiévale et démoulage. 4 étapes réalisées en public samedi à Luynes. Un procédé ancestral pour donner une nouvelle jeunesse aux 4 cloches de l'église Sainte-Geneviève et renouer ainsi avec la vie au rythme du clocher. Vous savez, pour toute ville, les cloches ont toujours été un élément très important, c'est le tocsin des villages. Au-delà de l'aspect religieux, c'est ce qui permet d'alerter les populations en cas de danger, c'est ce qui permet d'annoncer des événements heureux. Et vous savez qu'à une certaine époque, lorsqu'on perdait une guerre, qu'on perdait une bataille, que faisait l'ennemi? Eh bien, il vous volait vos cloches, non pas pour les refondre, pour faire des boulets de canon, mais pour vous priver de ce moyen de communication. C'était l'Internet de l'époque, c'était le téléphone, le télégraphe. Donc la cloche est très importante pour une ville. D'ailleurs, depuis 40 ans, nos cloches ne sonnaient plus. Elles ne faisaient que tinter. Donc aujourd'hui, on va redécouvrir dans quelques semaines, quelques mois, quelque chose de nouveau, une très belle mélodie. Les cloches qui dataient de 1866 avaient bien besoin d'un petit coup de jeune. Les fondeurs habitués à travailler en atelier ont officié cette fois en plein air. Une opération délicate. Ça, on ne le fait pas tous les jours et on ne le fait pas à chaque fois parce que c'est une opération qui demande beaucoup de temps et beaucoup de main-d'œuvre également, et un risque aussi, étant donné que couler en fonderie, où on est habitué à faire ça presque tous les jours, et faire ça sur place avec toute la population autour, c'est un peu plus difficile. Un exercice difficile réalisé de main de maître. Les habitants de Luynes ont pu observer les cloches renaître de leurs cendres à l'occasion d'une véritable fête populaire, clôturée par le traditionnel feu de la Saint-Jean. Les 4 cloches seront bientôt bénies et l'une d'elles portera le nom de Jean-Paul II, une première en France. Et puis on revient sur cette coupure d'électricité à Ballon-Migré et Joué-les-Tours. Donc il s'agit bien d'un incendie sur le matériel du transformateur électrique. Un transformateur qui appartient à RTE, le réseau transport d'électricité. Les pompiers ont rapidement circonscrit le sinistre. À l'heure où nous vous parlons, tous les foyers ont récupéré l'électricité. Plus aucun foyer n'en est privé. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Jean-Louis Borloo, président du Parti radical, inaugurait hier après-midi à Épinay la nouvelle confédération des centres, baptisée Alliance républicaine écologiste et sociale. Pour en parler ce soir, Christophe Boucher, vice-président du TFC, sera notre invité de la rédaction. À tout de suite.